Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Député de la Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. On va commencer en parlant du conflit entre Israël et l'Iran. Éric Coquerel, le programme nucléaire iranien est une menace pour Israël et pour l'Europe. Ce sont les mots hier du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Est-ce que pour vous, cette menace ne justifie-t-elle pas les frappes d'Israël sur l'Iran ? Non. Non, elle ne justifie pas. On sait tous qu'il faut... tous les experts qui connaissent le sujet savent que les Iraniens sont à 3 ou 5 ans de pouvoir produire une bombe atomique. Parce qu'il faut 90% d'uranium enrichi n'y sont pas, parce qu'après il faut la mise à feu, il faut pouvoir envoyer la bombe, etc. On sait que très certainement une des raisons qui ont poussé Benjamin Netanyahou à attaquer l'Iran, après, je vous rappelle, avoir attaqué le Liban, après avoir attaqué la Syrie, après avoir, en procédant en cours à un génocide à Gaza, c'est très certainement parce qu'il y avait un round d'observation qui était prévu entre les États-Unis et l'Iran dans les jours à venir. Bien. Juste, pardon, vous dites tous les experts, mais l'AIEA lance quand même des alertes sur le non-respect par l'Iran. Je lis ce que disent les renseignements américains. Nous continuons à considérer que l'Iran ne construit pas la bombe nucléaire et que Khamenei n'a pas réautorisé le programme d'armes nucléaires suspendu en 2003, même s'il y a des pressions sur lui. Donc non, il n'y a pas... Donc pour vous, ce que dit l'AIEA, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de risque qui fait qu'Israël, dont je vous rappelle qu'ils ont la bombe nucléaire sans qu'ils aient autorisé de l'avoir, ils n'ont pas signé l'accord de non-prolifération, etc., puisse expliquer qu'il fait une guerre préventive au risque d'embraser toute la région. Donc je pense que la France... Donc vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Noël Barrot, il n'y a pas une menace. Je suis en désaccord avec la position française qui consiste à dire que Israël a le droit d'assurer sa sécurité, parce qu'à ce compte-là... Il n'y a pas que la France. À ce compte-là, il aurait fait... Vous me posez la question sur la France. Là, je viens de voir que la Finlande condamne. Hein. À ce compte-là, il aurait fallu, au moment où M. Poutine a attaqué l'Ukraine parce qu'il estimait que le fait de risquer d'avoir l'OTAN à la frontière l'Ukraine était un danger, il aurait fallu dire que M. Poutine avait raison, puisqu'il assure sa sécurité. Vous voyez bien que ça aurait été faux. C'est la même raison. Il faut arrêter, quoi. Benjamin Netanyahou, très certainement, a pris cette décision, je vous l'ai dit, en lien avec les accords de non-prolifération, parce que la veille, il a eu un accord une censure qui a échoué à une voix près, qu'en même temps, de monter d'un peu partout dans la communauté internationale, y compris d'ailleurs du président Macron, une pression sur la question du génocide en cours à Gaza et de sanctions vis-à-vis d'Israël. Je pense que donc c'est pour ces raisons qu'il a attaqué l'Iran. Et pas parce qu'Israël joue sa survie, comme ils le disent pour vous. Non, Israël ne joue pas sur... Écoutez, c'est un peu frappant de dire qu'Israël joue sa survie, alors que on a maintenant depuis plusieurs années Israël qui frappe comme il l'entend son pays voisin, le Liban. Je suppose qu'il n'y a pas un problème de survie de la part du Liban. Attaque la Syrie à plusieurs reprises sans autorisation. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Il s'extrait tout le droit international et on est là à dire qu'ils ont le droit d'assurer leur sécurité. En plus, je ne suis pas sûr que pour Israël et pour les Israéliens, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il y a une contestation qui monte, cela assure la sécurité. Parce que en ce moment, malheureusement, et moi j'exprime ma compassion à toutes les victimes des deux côtés, il y a des bombes qui tombent, enfin en tout cas des missiles qui tombent quand même sur le sol israélien. Donc je pense que tout ça est très mauvais pour le peuple israélien, évidemment très mauvais pour le peuple de la région, qu'on risque un embrasement régional et que la France serait bien inspirée de demander la convocation du Conseil de sécurité de l'ONU pour demander que les armes cessent, faire pression là-dessus. Elle appelle à la désescalade, la France. Oui, mais d'accord, mais vous me dites... D'accord, mais ce que j'ai lu, c'est que ce week-end, M. Macron n'excluait pas, dans une certaine situation, que la France puisse rentrer dans le conflit, alors qu'il n'y a même pas une seule discussion. Aider Israël à se défendre et à s'assurer sa sécurité, voilà, c'est ce que dit le chef de l'État. Oui, mais Israël ne se défend pas, ils attaquent. Israël attaque en ce moment. Enfin, c'est quand même extraordinaire la manière dont on inverse les choses et dont, malheureusement, on prend un certain nombre d'éléments de langage du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien explique nous bombardons des cibles militaires, on attaque les civils. Mais enfin, regardez le nombre de morts des deux côtés pour voir que tout ça n'est pas possible. Maintenant, le gouvernement israélien explique qu'ils ont le droit de cibler, là, c'est même plus le programme nucléaire, ils ont le droit de cibler personnellement des dirigeants du régime iranien. Bon, j'ai aucune sympathie pour les dirigeants du régime iranien. On s'est toujours opposé au régime des Mollahs.
Donc là-dessus, on n'a pas de problème. Mais que Israël se prenne le droit, en tant que gouvernement génocidaire, qui n'a rien, je pense, à envier aux valeurs qui sont actuellement celles des Mollahs, je ne vois pas aujourd'hui en quoi il pourrait défendre des valeurs universelles par rapport à un régime de Mollahs que nous condamnons. Je trouve que tout ça est sidérant et que c'est prendre un risque considérable dans la région. Donc il faut que ça s'arrête, il faut que la France soit du côté de la paix. J'observe que même Donald Trump n'a pas eu à un moment donné des paroles du type il faut qu'Israël assure la sécurité. Il a demandé que les armes le cessent. Alors si on arrive à être quand même, j'allais dire, plus belligérant, entre guillemets, ou potentiellement belligérant que Donald Trump, c'est quand même assez gravissime. Et que doit faire la diplomatie européenne dans cette histoire qu'on n'entend singulièrement pas? Ursula von der Leyen a fait un tweet, un message sur X, vendredi, pour dire que pour reconnaître le droit d'Israël à se défendre tout en demandant la désescalade. C'est ce que demandent finalement différents pays. Mais vous le disiez tout à l'heure, les Finlandais, par exemple, condamnent. Oui. Donc il n'y a pas d'unité sur le sujet. Bien. Et du silence, du coup, on ne sait pas. Ce que je crois, c'est que la diplomatie européenne, mais surtout la diplomatie française, me permettrait de penser que, pour l'instant, c'est ça qui, moi, m'intéresse et sur lequel je peux faire pression. Je ne peux pas faire pression sur Madame von der Leyen. J'ai toujours du mal à donner son nom, excusez-moi. Donc, je pense que il faut ne pas être à géométrie variable pour être entendu et pour pouvoir jouer un rôle sur le concert international. Et malheureusement, on est à géométrie variable, je viens de vous l'expliquer par rapport à la Russie. On n'a pas eu les mêmes déclarations, et heureusement d'ailleurs, vis-à-vis de M. Poutine que vis-à-vis de M. Netanyahou quand il attaque d'autres pays. Donc je pense que pour être clair, pour être compréhensible, pour être entendu, il ne faut pas avoir l'impression qu'on est dans un camp et que finalement on participe, on alimente cette histoire de choc des civilisations qui, sous couvert de guerre de religion, guerre de civilisation, en réalité serait un affrontement entre le bien et le mal. Le bien, Israël étant du côté du bien, M. Netanyahou du bien. Il n'y a pas un entre-deux possible. C'est de ça dont il n'y a pas un entre-deux possible, parce qu'il y a une union, il y a une unité relative des Européens par rapport à la question de la bande de Gaza et de la Palestine, avec condamnation, avec... Enfin, il n'y a pas d'acte. Par exemple, il y a la volonté de réexaminer l'accord Union européenne-Israël. D'un côté, il y a une volonté, de l'autre côté, il y a un génocide en cours. Vous conviendrez que là où on en est, il faudrait que l'accord Il y a eu des condamnations officielles et il y a eu des mots forts aussi. Il faudrait qu'il y ait un boycott économique qui s'installe. Il faudrait vraiment qu'on mette une pression forte pour que ce génocide s'arrête. C'est pas le cas. Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il est possible, au niveau européen, de faire les deux en même temps? C'est-à-dire continuer à mettre la pression sur Israël, sur la bande de Gaza et ce qui se passe en Palestine, tout en disant qu'effectivement, on ne peut pas vivre dans un monde où l'Iran aurait l'arme nucléaire, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron vendredi. Et donc, on peut vivre dans un monde où Israël a la bombe nucléaire, sans avoir signé un accord. Israël l'a depuis des années, on le sait. Au nom de quoi ils l'ont eu? Ils étaient autorisés à l'avoir. Non, pas du tout. Ils l'ont depuis des années. Vous comprenez que c'est quand même difficile à entendre que dans une région où, en plus de, si jamais un pays utilise l'arme nucléaire, au moins qu'on puisse dire, c'est que l'impact régional ne va pas s'arrêter aux frontières. Donc, de toute manière, tout ça est assez lunaire. Mais vous comprenez bien que dans la région, c'est quand même difficile d'entendre pour les pays arabes qu'Israël a le droit d'avoir la bombe nucléaire, décide qu'un autre pays ne doit pas l'avoir, alors que lui-même, théoriquement, n'a pas le droit d'avoir la bombe nucléaire. Il n'a pas signé d'accord de non-prolifération et en dehors du droit international. Au nom de quoi on fait cette exception? Au nom de quelle valeur? De quel principe? Moi, ce que je constate depuis maintenant que M. Benjamin Netanyahou est au pouvoir, et depuis notamment 2 ans qu'il est allié avec l'extrême droite raciste et suprémaciste en Israël, c'est que vis-à-vis de ses voisins, Israël est un danger. Que je sache, le Liban ne menace pas Israël, et que vis-à-vis du peuple palestinien, il est en train de commettre un génocide. Ça fait quand même beaucoup pour qu'on m'explique qu'Israël, de toute façon, a le droit de se défendre, quelle que soit la situation. Alors, le droit de se défendre, oui, mais le droit d'attaquer, non. Voilà, moi, au vu de ce contexte, je pense qu'il me paraît assez raisonnable. Au vu de ce contexte, Emmanuel Macron a reporté la conférence prévue cette semaine pour reconnaître l'État de Palestine. Il a bien fait, c'était pas le moment? Non, je pense qu'il n'a pas bien fait de reporter. Et d'ailleurs, les deux sont liés. Ça montre qu'on ne peut pas faire du en même temps. S'il le reporte, c'est qu'il y a bien eu cette attaque sur l'Iran, qui a après fait en sorte qu'il y ait des représailles, raison pour lesquelles on devrait appeler les 2 pays à s'arrêter maintenant. Mais vous lui demandez de la reprogrammer rapidement? Ah oui, et pas seulement d'ailleurs, mais le plus rapidement possible. Pas seulement d'ailleurs sur la reconnaissance de l'État de Palestine, ça c'est une nécessité. Mais je vous le dis, il faut mettre à l'ordre du jour la question du boycott
de l'armement évidemment, mais économique, militaire. Je regrette d'ailleurs que là, au Salon du Bourget qui va s'ouvrir, Israël est présent dans un salon où il va y avoir du commerce d'armes. Je ne comprends pas qu'Israël soit présent. Pour ma part, le boycott devrait commencer là, etc. etc. Donc, je parle du boycott d'Israël. Donc, moi, je ne comprends pas la position française. Et je pense que personne ne la comprend. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème de M. Macron au niveau plan international. C'est que on n'a jamais un moment où on se dit pendant une semaine il va avoir une position correcte. Il arrive toujours à avoir la position inverse quelque part. Donc il a bien commencé il y a quelques jours en montant le temps par rapport à Israël sur la question des sanctions éventuelles, etc., d'appeler à cette conférence. Et puis là, ça se termine sur Israël a le droit à la sécurité quand ils attaquent l'Iran, alors même que, je vous le dis, il n'y a pas de danger immédiat, c'est-à-dire à des échelles de quelques années, pour l'instant, l'Iran et la question, parce qu'on a encore beaucoup de sujets à aborder, la question d'Israël qui divise toujours entre le PS et les Insoumis ce week-end lors du congrès du Parti socialiste. Le député socialiste Jérôme Guedj s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute. Un salopard antisémite avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Qu'est-ce que vous dites à Jérôme Guedj? Bon, écoutez, à Jérôme Guedj, rien, parce que c'est pas nouveau. Dès le week-end, nous avions fait un communiqué qui condamnait le crime de guerre du Hamas. D'accord ? Enfin, on a les massacres du Hamas le 7 octobre. Il a dit que nous étions des idiots utiles du Hamas. Et depuis, il n'a cessé de nous traiter d'antisémites, etc., parce que nous étions contre le génocide, etc. Il nous explique, il nous dit non, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais enfin, ceux qui en France, depuis le début, alertent et font que, heureusement, l'opinion publique, et même l'opinion politique, à part l'extrême droite, a quand même évolué, il les tape. Donc, je n'ai rien à dire à Jérôme Guedj. Je pense qu'en plus, chez lui, c'est une espèce de couverture, parce que dans le même temps, il a évolué à droite du Parti socialiste, au point même où on a à un moment donné évoqué son nom pour rentrer dans un gouvernement avec les macronistes, où il a quand même largement fait campagne pour qu'il n'y ait pas l'ascension de M. Bayrou. Donc tout ça est assez logique. Non, c'est au Parti socialiste. Parce que le problème qui se situe, c'est que ce n'est pas sur des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, M. Guedj nous a déjà... C'est dans un congrès du Parti socialiste, il y a eu des applaudissements. Certains médias ont dit qu'il y a eu plein d'applaudissements. Je n'ai pas eu l'impression, mais il y a eu des applaudissements. Et je pense au moins que le Parti socialiste devrait prendre ses distances en disant cette affirmation n'engage pas le Parti socialiste. Olivier Faure ne l'a pas fait hier dans son discours. Comment ? Olivier Faure ne l'a pas fait hier dans son discours. Il n'a pas pris ses distances. Vous demandez encore ? Bien sûr. Et je vais vous dire, là, par exemple, on me propose demain d'aller à une conférence de presse, puisque j'ai signé un appel pour la reconnaissance de l'État de Palestine avec M. Faure, avec Mme Binet, avec Mme Tondelier. Enfin, il y a un certain nombre de personnalités. Je l'ai signé avec Clémence Guettet. On me demande d'aller à une conférence de presse pour défendre cet appel. Très sincèrement, je n'irai pas à une conférence de presse avec M. Faure, c'est pas lui que je vise en tant que tel, mais tant que le Parti socialiste n'aura plus un mot là-dessus. C'est pas possible. On ne peut pas dire de Jean-Luc Mélenchon et de nos responsables politiques que c'est un salopard d'antisémite. En plus, en mentant, il explique qu'il le dit parce que nous serions pour, en gros, la disparition d'Israël. Nous n'avons jamais dit ça. Nous avons toujours été sur la solution à deux États. Ce matin, dans le Parisien, il y a le président du CRIF, Jonathan Arfi, qui dit Jean-Luc Mélenchon montre tous les marqueurs d'une pensée antisémite. Oui, bien sûr. Enfin, ça, c'est le boulot du CRIF depuis le début. Je vous rappelle que le CRIF, au moment de la mort de Mireille Knoll, a expliqué que nous n'étions pas bienvenus. Alors, Mme Le Pen n'était pas bienvenue du fait des antécédents du Front National, et nous, on n'était pas bienvenus du fait de notre position par rapport à Israël. Donc, il y a longtemps que le CRIF, en réalité, ne défend pas la communauté juive de ce pays, il défend les intérêts d'Israël, et plus particulièrement, se fait, en réalité, quoi qu'il en dise, le porte-voix de la politique de M. Netanyahou. Mais c'est uniquement donc, ça, ou c'est aussi certains propos, notamment sur cette façon de faire, qui, à mon avis, est dangereuse, parce que, justement, moi, je crois que M. Netanyahou, en voulant transformer un conflit géopolitique, une guerre coloniale, en conflit de religion, exporte avec danger à la fois la question de l'antisémitisme et la question de l'islamophobie, qui sont deux syndromes gémeaux du choc discriminatoire. C'est uniquement ça, ou c'est aussi certains propos, Éric Coquerel, comme l'antisémitisme résiduel, qui entretiennent d'accord. On a déjà... Alors d'abord, on a déjà répété, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, du fait de l'évolution des choses, malheureusement, qui sont évidentes, l'explosion de l'augmentation des actes antisémites liés au conflit et des actes islamophobes, plus de 72% au premier trimestre 2025, a expliqué que malheureusement ce n'était plus le cas. À l'époque, il a rappelé que résiduel pour lui ne voulait pas dire que c'était à l'état infime, mais que c'était quelque chose qui n'augmentait pas à ce moment-là. Bon, ça n'a rien d'antisémite que de dire cela. Où est l'antisémitisme là-dedans ? Donc M. Arfi, il joue un très mauvais rôle, parce que je vous rappelle que
outre le fait que l'antisémitisme sert souvent, c'est pas nouveau, à essayer de cornériser la gauche radicale, en l'occurrence aussi ceux qui se font les porte-voix de la nécessité d'un règlement du conflit qui ne soit pas sur les bases de M. Netanyahou en Israël. Mais en plus de ça, il se trouve qu'on est plusieurs à recevoir des menaces de mort à peu près toutes les 2 semaines. Physique à certains moments, d'accord ? Et je pense que les gens, quand ils font ça, quand M. Gage fait ce genre de déclaration, etc., ils prennent un risque vis-à-vis de nous qu'ils devraient considérer quand même. Est-ce qu'un point de non-retour a été atteint avec le Parti socialiste aujourd'hui ? Il y a 2 gauches résolument irréconciliables, c'est fini. Attendez, 2 gauches, ça voudrait dire que le Parti socialiste aujourd'hui, est revenu à un tel poids que... Il n'est pas à gauche le Parti socialiste ? Comment ? Il n'est pas à gauche le Parti socialiste ? Parce que je vous ai dit. Quand vous dites 2 gauches irréconciliables, ça voudrait dire que... vous considérez qu'il n'a pas autant de poids à gauche que vous ? Oui, c'est moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, quels sont les discours de fond qu'il y a eu au Congrès ? Vous pouvez me dire ? On l'a pointé, quels sont les discours de fond ? Monsieur, par exemple... Il y a des divisions. Le Congrès de Nancy s'est terminé sur une division interne, en fait. Bien sûr, mais M. Faure a dit... Le texte de synthèse n'a pas été signé. M. Faure, pas seulement son opposition, a dit pas d'alliance municipale, pas d'alliance présidentielle, donc je suppose pas d'alliance législative, il n'y a pas d'alliance présidentielle, etc. Et il explique... il dit, c'est un peu plus... il dit pas d'accord national, mais des accords locaux face à l'extrême droite. Il imagine une candidature commune, mais ça va de M. Glucksmann à M. Ruffin et ça nous exclut, etc. Donc c'est eux qui nous excluent. Mais on ne comprend pas très bien sur la base de quoi. Mais ça veut dire juste qu'au municipal, il n'y aura aucun accord local au municipal ? Nous, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il n'y aurait aucun accord local nulle part. Par exemple, quand l'extrême droite dirige une ville, est-ce qu'il y a un accord local ? Je pense que localement... Mais est-ce que quand la gauche, quand le PS dirige une ville, il y aura des candidats LFI contre un maire sortant PS ? À partir du moment où ils font une politique de droite, oui. Moi, vous aviez M. Adelziane, là, juste à maintenant. M. Boimbrand, non seulement à Saint-Ouen, dans ma circonscription, fait une politique qui, pour moi, n'est pas une politique qui correspond aux intérêts des Eudoniens, par exemple, sur le logement, mais en plus de ça, fait des municipales un tremplin national où il passe son temps à nous taper dessus. Donc il y aura un candidat LFI contre Karim Boimbrand. Bien évidemment. Et dans d'autres villes. Et dans toutes les villes où le Parti socialiste, et il y en a malheureusement beaucoup, ne fait pas une politique de rupture que nous souhaitons. Donc il y aura des candidats. Il y aura des exceptions parce que... Il peut y avoir des accords locaux. Localement, il y a peut-être la possibilité que certains socialistes fassent des réels programmes de rupture, etc. Il peut y avoir des exceptions. Mais de manière globale, oui, nous entendons défendre des programmes de rupture. Nous, c'est le programme. Moi, ce que je regrette dans ce congrès du Parti socialiste, c'est qu'on ne sait pas sur quel programme. Que vont-ils dire, là, le Parti socialiste ? Ça n'a pas été un débat. Là, on va discuter des retraites, je crois. Manifestement, il ne va pas y avoir l'abrogation de la réforme Borne. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur une motion de censure que nous proposons ? Ils vont la voter ? Ils ne vont pas la voter ? Ils sont d'accord ou pas avec ce qui est en train de se passer au conclave ? On n'en sait rien. Donc, moi, ce que j'observe pour l'instant, c'est qu'eux nous excluent. Bon. Ils ont un congrès où, manifestement, ils ont besoin de LFI pour l'animer, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Bien, et ils sont dans une situation où on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire vis-à-vis du maintien ou pas du gouvernement Bayrou dans les mois à venir. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que va faire le Parti socialiste ? C'est là où on va tester où ils en sont et où ils sont. Et comment ? Vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, je vous le dis. Par rapport à l'abrogation de la réforme des retraites, nous allons reproposer une motion de censure. Nous espérons bien cette fois-ci que toute la gauche va voter. Quel que soit le contenu de l'accord, même s'il y a des accords demain à l'issue du conclave ? Mais manifestement, il n'y aura pas d'accord qui remette en question la réforme Borne. Non, il peut y avoir des accords sur la pénibilité, sur les pensions des femmes, sur un abaissement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et donc c'est soit ça, soit rien. Je le dis très sincèrement. J'espère d'ailleurs qu'aucun des syndicats de salariés qui est sur le conclave, qui se sont mobilisés de manière forte sur la question du recul de départ de l'âge de la retraite, ne finissent par s'accorder sur un texte qui l'entérine. Ça, je pense que les salariés n'attendent pas ça. Si je peux me permettre, je fais pas de... C'est un message à la CFDT. Je n'aime pas. Il n'y a pas que la CFDT. Il y a mes amis CFE, CGC, etc. J'ai entendu des propos en plus très radicaux, en tout cas normal de combativité il y a encore quelques mois de leur part. J'espère qu'ils ne vont pas, tomber dans le piège que tend M. Bayrou pour essayer de trouver, quelque chose qui habille en réalité la réforme Borne. Et si c'est le cas, si jamais c'était le cas, je pense que les groupes de gauche qui, il y a peu de temps, ont voté une proposition de résolution qui a été majoritaire, proposée par le groupe GDR à l'Assemblée, C'est un niche parlementaire. Ouais. Voilà, qui contre la réforme Borne. Alors, elle n'a pas d'effet concret, mais au moins, ça a montré qu'il n'y avait pas de majorité. J'espère qu'ils vont nous suivre dans la motion de censure. Et s'ils nous suivent dans la motion de censure, ça va être compliqué pour la Rassemblement national de ne pas la voter. Donc, on peut, par exemple, censurer le gouvernement Bayrou. C'est là-dessus que je vais voir concrètement ce qu'est le Parti socialiste et ce que fait le Parti socialiste. Mais pour commencer, je le répète, je pense que Monsieur Faure ne peut pas laisser dire que la déclaration de M. Gage
quelque part, emporte ou vaut pour position du Parti socialiste. Si le gouvernement tombait là avant la fin de la session parlementaire, le 11 juillet, on passerait le seuil des 1 an après dissolution, 9 juillet. Ça veut dire qu'on peut avoir une nouvelle dissolution? Oui. Vous y seriez favorable? Moi, je pense que le peuple est toujours la solution. En tout cas, la dissolution ne me fait pas peur. C'est-à-dire que ce qui me fait peur, c'est que M. Bayrou, le macronisme, continue à sévir dans ce pays, à appliquer des politiques qui ne correspondent absolument pas à l'état du pays et aux nécessités de l'heure. Même si des nouvelles législatives pouvaient amener le Rassemblement national et ses alliés à avoir la majorité? On l'a dit avant juillet dernier, c'est pas ce qui s'est passé. La dernière fois, il y a eu un front républicain. Est-ce que vous pensez que, compte tenu du contexte aujourd'hui, le front républicain serait à nouveau reconduit? Là, vous abordez un vrai problème. Et les macronistes ont une lourde responsabilité. Et la droite républicaine, j'en parle même pas, si le mot républicain veut encore dire quelque chose pour eux. Parce que ce que je constate, c'est que depuis qu'il y a eu ce front républicain, la cible numéro 1, c'est les filles. D'accord ? C'est pas le RN, c'est les filles. Alors c'est un peu compliqué d'envoyer ce message à nos électeurs, parce qu'au-delà des consignes, nous on les a données très clairement, on les a données tout de suite. Bon, au-delà des consignes, il faut que les électeurs aillent mettre un bulletin dans les urnes. Et c'est très compliqué pour les 70% d'électeurs de gauche qui ont voté pour un candidat macroniste, il y en a eu 46% dans l'autre sens au deuxième tour, de se dire que cette fois-ci vous recommencez quand ils se font insulter à travers nous. C'est un peu compliqué. Juste sur ce thème-là, il y a eu un appel de Lucie Castet à une réunion à partir du 2 juillet pour recomposer ou rediscuter. Elle appelle les différentes composantes du nouveau Front populaire à se retrouver pour discuter, pour éventuellement réimaginer une union ou un rassemblement. Est-ce que la France insoumise participera à cette sur démarche? Sur une base de rupture, on est toujours d'accord. Mais la question aujourd'hui, c'est que vous voyez bien que... Mais vous pouvez encore discuter avec le Parti socialiste, qui est sur un positionnement, on va dire, d'une gauche d'accommodement, de renoncement, qui était à peu près celle de M. Hollande. M. Faure qui dit pas d'alliance avec LFI. En quoi on irait, semer des illusions en laissant penser que tout ça ne vaut pas? C'est à eux qu'il faut poser la question. Que le Parti socialiste, c'est pas nous qui n'avons pas voté la motion de censure vis-à-vis de M. Bayrou, dont je rappelle que c'était quelque part inscrit dans notre programme. Sur notre programme, NFP, il était dès le départ marqué que nous combattions le macronisme. Donc c'est peut-être à eux de rectifier leur positionnement pour qu'on envisage quoi que ce soit à l'avenir. Pour le moment, ça me semble impossible. Donc c'est à eux de faire nous assumons, je termine là-dessus pour être clair, nous assumons de continuer à combattre et à se positionner sur un programme de rupture pour les municipales, pour les élections nationales, et on le fera avec tous ceux qui souhaitent. Tous ceux qui le souhaitent. Je réponds là-dessus à Mme Castet, on le fera avec tous ceux qui le souhaitent. Ceux qui ne souhaitent plus être sur un programme de rupture, je pense qu'on n'a rien à faire ensemble au premier tour. Le Sénat a rejeté la semaine dernière la taxe Zuckman. Est-ce que la LFI la reproposera dans sa niche parlementaire? Oui, et je vous rappelle que c'est une taxe qui avait été majoritaire à l'Assemblée nationale, qu'on a eu l'occasion de voter sous M. Barnier. Oui, c'est une excellente taxe qui est d'ailleurs maintenant rejointe par M. Blanchard, on ne peut pas dire que ce soit un économiste antilibéral, M. Pénaruis, ancien... Pénaruis, non, pardon. Il faut vous médier là. Bon, enfin, c'est pas grave. Pisani-Ferry, pardon, excusez-moi. Pisani-Ferry, ancien... Mais juste, donc vous prenez... Le gouvernement travaille à la création d'un mécanisme de lutte contre la suroptimisation fiscale dans le budget 2026. Pour vous, ça vous convient pas? C'est à peu près la même chose que la taxe Zuckman? Ça n'a aucun rapport. La taxe Zuckman, c'est un seuil de 100 millions, ça touche 1800 personnes, c'est 2% de taxe sur le patrimoine pour des gens qui ont à peu près un taux effectif d'imposition de 27%, donc qui est vraiment très faible, et ça rapporte 15 à 20 milliards. La taxe qu'il propose exclut les biens professionnels, et c'est tout le problème, parce que ces gens-là ont transvasé leur bien personnel, leur patrimoine vers du bien professionnel, et touchent 0,5% des gens. M. Zuckman a fait le calcul, il estime qu'en réalité, ça va concerner 0,05% du volume de ce que rapporterait sa taxe. Donc il ne peut pas y avoir un consensus autour de ça en remplacement de la taxe Zuckman. Non, bien sûr que non. Moi, je pense qu'il faut les deux taxes Zuckman. Voilà. Il faut la taxe Zuckman, celle-ci, sur le patrimoine, et l'autre excellente, qui était sur les grandes entreprises qui délocalisent leurs profits. Tout ça va rapporter les deux cumulés 40-45 milliards. On peut commencer à construire quelque chose où on va chercher les recettes à la fois pour investir et pour réduire les déficits. Un dernier mot sur le budget, Stéphane. Qu'est-ce qu'il y aura dans le plan d'économie présenté par François Bayrou à la mi-juillet? Alors là, écoutez, vous avez les infos? Aux dernières nouvelles, je dis aux dernières nouvelles parce que ça change chaque semaine. Aux dernières nouvelles, j'ai cru comprendre qu'ils voulaient stabiliser le budget. Ils ne savent pas si c'est avec l'inflation ou pas. C'est-à-dire ne pas augmenter les budgets.
Bon, tout ça rapporte. La fameuse année blanche, le gel. Enfin, il ne donne pas ce terme-là, mais là, je cite Éric Lombard, c'est une stabilité des budgets. Bon, tout ça ne rapporte pas 40 milliards. On nous parle des opérateurs, mais à niveau de 2 à 3 milliards. On nous parle des niches fiscales, comme à chaque printemps. À chaque printemps, c'est allez-y, proposez-nous. Puis à l'automne, on les a oubliés en général parce qu'on ne veut pas toucher aux niches fiscales. Il y avait les 10% d'abattement professionnel pour les retraités, ça c'est oublié, c'est passé. J'espère que ça va être oublié, parce que ça attaque à la fois des gens qui ne sont pas des privilégiés. Ça pourrait encore revenir ? Je ne sais pas. Écoutez, je suis comme vous. Moi, un jour, il y a quelque chose. Un jour, il y a la TVA sociale. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas très bien où ils vont. Et je vais vous dire, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, pourquoi ils ne savent pas où ils vont. C'est que nous sommes dans une situation économique très dure et très compliquée. Toute baisse de dépenses publiques a un aspect récessif, ils le savent. Donc, ils ont un impact sur la croissance. Ils ont d'un côté leur objectif, puis de l'autre côté, ce que ça provoque. Et ce que ça provoque, c'est de la récession, des baisses de recettes, et puis un espèce de cercle vicieux. C'est pour ça que la politique d'offre et de compétitivité ne marche pas. Merci Éric Coquerel, merci d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, Stéphane, les recharges de produits, une fausse bonne idée. C'est à la une de votre journal. On passe tout de suite au Club des Territoires.